Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le premier chapitre du deuxième semestre. L'intitulé de ce chapitre euh, est le rapport entre données, information et connaissances. En fait, on va voir dans ce chapitre euh, l'évaluation de l'information et la qualité de l'information. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'une donnée, une information et une connaissance? Donc, qu'est-ce qu'une information? C'est les questions qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'une donnée? Qu'est-ce qu'une connaissance? On va voir la connaissance tacite, une connaissance unie. On va voir aussi la connaissance explicite. Qu'est-ce qu'un expert? Ça, c'est la partie évaluation de l'information. On va voir qu'est-ce qu'un expert. La pertinence des résultats de recherche. Donc, lorsqu'on cherche l'information, comment on va évaluer la pertinence de cette information. Et enfin, la qualité de l'information. Donc, on commence par qu'est-ce qu'une information? D'accord? Ou qu'est-ce que l'information? Donc, l'information, d'abord, c'est des données. En fait, c'est des traces stockées ou traces matérielles stockées depuis une stèle de pierre jusqu'aux cristaux de silicone dans un disque dur. Elle perpétue des signes, des mots, des images, des sons, des bits électroniques, etc. En fait, pour moi, cette phrase, elle veut tout simplement dire que l'information a évolué dans le temps. Au départ, c'était des gravures sur des pierres. Lorsqu'on dit depuis une stèle de pierre, donc traces matérielles stockées depuis une stèle de pierre, ça veut dire que c'est des gravures sur des murailles, d'accord? Ou des écritures sur des murailles. Là, c'est l'ancienne information. Ensuite, jusqu'à cristaux de silicone dans un disque dur. Donc ici, on parle de la nouvelle information. En fait, c'est l'information la plus récente qui est stockée sur le disque dur. D'accord? C'est des disques durs formés de cristaux de silicone et qui sont aimantés. D'accord? Et chaque, on va dire, micro-partie de ce disque dur contient une information. Donc, elle perpétue des signes. Donc, l'information, elle se forme, on peut la voir sous forme de signes, on peut la voir sous forme de mots, sous forme d'images, sous forme de son, ou bien sous forme de bits électroniques. D'accord? Lorsqu'on dit bits électroniques, en fait, c'est le WebEx flux Assistant is dans enabled to save l'ordinateur. audio D'accord? highlights. Donc, on continue. L'information aussi, c'est des messages. D'accord? L'information, c'est des messages en mouvement. D'accord? Destinés à un récepteur capable de l'interpréter. D'accord? Et de distinguer et de la distinguer comme signifiante, de circuler à travers l'espace et s'adresse à quelqu'un. D'accord? Donc, euh, donc, je désactive les sous-titres. Je ne sais pas, ça s'active automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, lorsqu'on dit un message, c'est un flux de données, d'accord? On a parlé de données tout à l'heure. Donc un message, c'est un flux de données, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire flux? Ça veut dire que c'est des données qui circulent, d'accord? Destinées à un récepteur capable d'interpréter. Ces données vont arriver à une destination et cette destination est appelée récepteur. Récepteur, ça peut être quelqu'un, ça peut être un ordinateur, ça peut être une machine, ça peut être un mécanisme, etc. D'accord? Donc l'essentiel, c'est un récepteur qui va capter cette information, la déchiffrer, donc la distinguer comme signifiante, donc la déchiffrer, et aussi
euh, rendre une réponse ou bien ne pas rendre une réponse. Vous avez vu avec moi le chapitre, euh, on va dire au premier semestre, la circulation de l'information. Donc on continue. L'information aussi, c'est des savoirs. C'est des savoirs, donc c'est de l'information interprétée et mise en relation avec d'autres informations, contextualisée et faisant un sens. Qu'est-ce que ça veut dire un savoir? Donc, si vous avez cette quantité de données que vous arrivez à déchiffrer, ça devient un message qu'on comprend. Et ce message, avec le temps, lorsqu'on répète, on répète, on répète des choses, et ces choses sont nécessaires dans notre quotidien, en fait, cette information devient ce qu'on appelle un savoir. D'accord? Donc, si vous vous levez la matinée et vous rangez votre lit et vous vous lavez le visage, ça, c'est un savoir. Donc, c'est un savoir que vous avez acquis avec le temps. D'accord? Vous savez qu'il faut se laver le visage pour bien voir et bien se réveiller. Vous savez qu'il faut faire son lit, qu'il faut manger pour rester en vie, etc. D'accord? En fait, c'est des choses que vous avez appris au fur du temps. En fait, un savoir peut devenir un savoir-faire. On va voir ça. Donc, l'information aussi, c'est des programmes. On vous dit depuis le code génétique jusqu'à un logiciel qui contient des instructions destinées à un agent matériel. Les programmes font virtuellement quelque chose. D'accord? Ici, lorsqu'on parle de programme, ici on vous dit depuis le code génétique jusqu'au logiciel. Il faut savoir que un programme auparavant, c'était quelque chose de naturel. D'accord? Donc, l'être humain a appris à faire des algorithmes de la nature. D'accord? On a observé la nature et on a fait ce qu'on appelle des programmes. D'accord? Pourquoi cette chose se fait avant cette chose et pourquoi pas l'inverse? Et pourquoi ça suit on va dire, un, un séquencement bien particulier. D'accord? Pourquoi on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5 et non pas 5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, donc ça on va dire, c'est des savoirs euh, acquis de la nature. Donc ici, on vous dit le code génétique. En fait, en observant le génome humain, sa duplication, comment il se dépluque, on a pu avoir ce qu'on appelle l'algorithme du code génétique. D'accord? On a pu avoir ce qu'on appelle le code génétique. Il y a aussi le code génétique, là on parle de séquençage de l'ADN. D'accord? Adénine, guanine, je ne me rappelle plus de ces acides aminés. D'accord? Donc, euh, donc, ces acides aminés, leur séquençage ou leur façon d'être organisés dans l'ADN vous forme ce qu'on appelle le code génétique. D'accord? Et on a appris de ce code génétique pour faire des codes informatiques. D'accord? Les codes informatiques, ça devient avec le temps ce qu'on appelle un logiciel. Parce qu'un logiciel, c'est un ensemble de codes. D'accord? Plusieurs codes rassemblés dans une seule entité virtuelle est appelé un logiciel. Donc, l'information est une différence qui engendre des différences ou une forme qui fait sens pour un interprétant. Donc, on vous dit que l'information est une différence. D'accord? Et aussi, une forme qui a un sens. Qui a un sens pour quelqu'un qui veut la déchiffrer ou veut l'interpréter. Donc, ça, c'est juste une citation. Pour être une information et pas un bruit, donc, pour être une information et pas un bruit, elle doit émerger d'un fond
et d'un bruit se distinguer et créer une réaction. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes en train de marcher dans la rue, il y a des voitures qui passent, donc vous entendez le son des voitures qui passent, il y a des gens qui parlent, et il y a des oiseaux qui font du bruit lorsqu'ils volent. D'accord? Il y a les arbres qui font du bruit lorsque le vent frappe leurs branches. Donc vous écoutez tous ces sons. Mais lorsque votre camarade vous appelle avec votre nom, hop, là, vous distinguez la voix de votre camarade et vous allez vous tourner vers lui. D'accord? En fait, ce que a fait votre cerveau, il a ignoré tous les autres sons, d'accord? Et il s'est concentré seulement sur la voix de votre camarade. Donc les autres sons pour votre cerveau, c'est un bruit. C'est juste un bruit qui n'a pas d'intérêt. D'accord? C'est des sons qui n'ont pas d'intérêt. Le son pour votre cerveau qui a beaucoup d'intérêt, c'est la voix de votre camarade qui vous appelle. Je pense que vous avez compris avec cet exemple. Donc je continue. Susciter une réaction qualitative chez celui qui la reçoit et l'interprète, que ce soit de la compréhension d'un énoncé ou d'un simple état émotif. Donc, lorsque votre camarade vous appelle, vous allez faire une réaction émotive, d'accord? C'est, on va dire, c'est naturel. Donc, vous allez vous tourner et vous allez reconnaître votre camarade. Donc, cette réaction, c'est une réaction qualitative. D'accord? Et votre cerveau l'a interprété et d'abord en écoutant, vous allez vous dire qui est en train de dire prononcer mon nom et en vous tournant, lorsque vous êtes en train de voir la personne et vous constatez que c'est votre camarade, je dis vous constatez, en fait, constater ici, c'est votre cerveau a interprété l'information pour vous dire que ce que vous êtes en train de voir, la personne que vous êtes en train de voir est votre camarade. D'accord? Contenir un minimum d'intelligibilité. Donc, l'information contient un minimum de ce qu'on appelle d'intelligibilité ou ce qu'on appelle de compréhension. Lorsqu'on dit compréhension, l'intelligibilité, c'est de la compréhension. D'accord? Donc ici, l'information comme catégorie générale est l'incessant processus de passage entre des données, des messages, des connaissances et des programmes. Donc, on vous dit que l'information est l'ensemble de tout ça. Donc, c'est des données, c'est des messages, c'est des connaissances et c'est des programmes. L'information désigne, qu'est-ce qu'elle désigne? On va voir ses caractéristiques. Elle est désignée, pardon. L'information est désignée par son contenu. Donc, exemple, euh, l'information vient de tomber, le numéro gagnant du loto ou au loto est le 768 080. D'accord? Donc ici, vous voyez, donc euh, là, on parle du contenu de l'information. Qu'est-ce qu'elle contient comme message ou comme donnée, cette information? Son acquisition, donc comment ou la façon d'acquérir cette information, le fait d'être au courant, de l'avoir ou pas, d'accord? Ici, on vous donne un exemple. Merci, j'avais déjà reçu l'information. Quelqu'un vient vous voir, il vous dit, écoutez, demain, vous avez cours de langue étrangère avec Monsieur Gassi. Vous allez lui dire, ah, je ne savais pas, merci de me l'avoir dit. Ça, C'est, c'est une façon d'acquérir l'information. Ou bien, vous l'avez déjà lu par mail que je vous ai envoyé. Vous allez dire, ah, je connais déjà cette information, merci. Donc, son mode de circulation, donc par quel moyen va circuler l'information?
Lorsque je suis en train de parler, je suis en train de créer des ondes acoustiques par ma bouche et ces ondes acoustiques vont voyager dans on va dire dans l'espace ou dans l'air ambiant, l'air qu'on respire, va voyager cette onde acoustique. Elle arrive à mon microphone, elle tape la paroi du microphone qui va faire une succession de coupures et on va dire de, du signal électrique qui va transformer ce signal, cette onde acoustique en un signal électrique et ce signal électrique est transformé en un signal numérique. Donc, l'information va circuler sur mon microphone vers mon ordinateur, ensuite de mon ordinateur vers Internet, ensuite d'Internet vers vos écouteurs, d'accord? Vers votre PC et vos écouteurs, d'accord? Donc, tout ça, c'est un support ou un moyen par lequel elle circule l'information. Si je suis en face de quelqu'un, je suis en train de lui parler, le support de l'information ici, c'est l'air. D'accord? Je suis en train d'envoyer des ondes acoustiques dans l'air. Si j'envoie une information par poste, le support, ça va être la lettre écrite. D'accord? Sur Internet, ça va être le débit ou le flux Internet. D'accord? Exemple, j'ai regardé les informations à la télévision. Donc, je peux acquérir l'information visuellement aussi en regardant tout simplement la télévision. L'information est caractérisée ou désignée aussi par sa mesure. Donc, je peux mesurer cette information. Donc, exemple, mon disque dur contient 70 gigabytes, d'accord, ou gigabits d'information. D'accord? Donc ici, euh, en fait, je suis en train de quantifier la quantité d'informations que contient mon disque dur. D'accord? Je peux la quantifier, par exemple, autrement. D'accord? Par exemple, si je suis en train d'une façon qualitative, je peux la quantifier aussi d'une façon qualitative. D'accord? Lorsque je suis en train de parler, euh, je peux parler doucement, je peux augmenter la voix. Là, on parle de décibels, d'accord? De décibels, c'est le flux par seconde, d'accord? Là, c'est une autre façon de mesurer qualitativement euh, une information, d'accord? Qu'est-ce qu'une donnée? D'accord? Qu'est-ce qu'une donnée? Par définition, une donnée est un élément brut qui n'a pas encore été interprété ou mis en contexte. D'accord? Par exemple, euh, si je prends, euh, je vais faire une expérience, je prends des récipients ou des verres où je vais mettre des solutions dans ces verres. D'accord? Ça, c'est une expérience. Et je mets le papier pH dans ces solutions. Je vais observer le premier papier pH. Hop, le premier papier pH, il est bleu. Le deuxième, il est vert. Le troisième, il est bleu. D'accord? Là, j'ai acquis une donnée. Je vais dire que là, le papier pH, il est bleu. Là, il est rouge. Là, il est vert. C'est juste une donnée. D'accord? C'est ce que j'ai observé. Ce que j'ai observé est une donnée. Là, je vais dire, tiens, le papier pH rouge, ça veut dire que la solution est acide. Le papier pH vert, ça veut dire que la solution, elle est neutre. Le papier pH bleu, ça veut dire que la solution est basique. D'accord? Là, j'ai interprété la donnée. D'accord? Lorsqu'on interprète la donnée, elle devient une information. Donc, une donnée, c'est juste ce qu'on observe qui n'est pas encore interprété. D'accord? La différence entre une information et une donnée,
Une information, par définition, est une donnée interprétée. C'est ce que je viens de vous expliquer par cette expérience. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez écrire vos questions sur le chat si vous voulez, d'accord? On continue. Qu'est-ce que la connaissance? D'accord? On va voir ce que c'est la connaissance. On peut considérer la connaissance comme une information comprise, c'est-à-dire assimilée et utilisée qui permet d'aboutir à une action. D'accord? Donc on vous dit que la connaissance, c'est un ensemble d'informations qu'on utilise fréquemment dans notre quotidien. D'accord? Et, ou bien qui nous incite à faire des actions. D'accord? Donc, si, par exemple, vous savez euh, faire, par exemple, mesurer le poids, si vous savez mesurer le poids, d'accord, vous mettez un poids dans une balance et vous savez le mesurer, vous savez comment mesurer ce poids, là, c'est une connaissance. Vous savez déjà comment mesurer le poids. Et vous allez utiliser cette connaissance pour d'autres actions. Par exemple, vous êtes vendeur de fruits et légumes. Avant de vendre votre produit, bien sûr, les gens viennent vous solliciter, vous disent, écoutez, monsieur, donnez-moi 1 kilo de ça, 1 kilo de ça, etc. D'accord? Là, si vous ne savez pas comment mesurer le poids, d'accord? Vous n'allez rien faire, d'accord? Mais comme vous savez, vous savez qu'il faut mettre ça sur une balance, d'accord? Ça peut être une balance électronique ou une balance manuelle, d'accord? Et vous savez utiliser cette balance, là, vous avez acquis une connaissance, d'accord? Et cette connaissance va vous aider dans vos actions, d'accord? Les connaissances sont produites par un WebEx cerveau. Assistant is enabled to D'accord. save audio highlights. Les connaissances sont produites par un cerveau. Euh, on distingue deux formes de connaissances. Il y a ce qu'on appelle la connaissance tacite. D'accord? Donc, connaissance tacite ou implicite, c'est une connaissance naturelle. Elle est innée en nous. Et il y a la connaissance explicite. La connaissance qu'on acquit avec le déchiffrage d'informations, l'entraînement, etc. D'accord? Donc, la connaissance tacite, c'est la connaissance que possèdent les individus. Elle n'est pas formalisée et difficilement transmissible. Donc, c'est une connaissance qu'on ne peut pas écrire sur les papiers. Elle n'est pas formalisée, d'accord? On ne peut pas la reproduire sur des papiers, etc. Elle est difficilement transmissible. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui sait sculpter le bois ou quelqu'un qui sait faire des coupes de cheveux, un coiffeur, d'accord? C'est pas donné à tout le monde, d'accord? C'est quelqu'un qui a acquis ce genre de connaissances. Quelqu'un qui sait sculpter du bois, peut-être qu'il a acquis en s'entraînant, par exemple. Quelqu'un qui sait faire des coupes de cheveux, un coiffeur, il a acquis ça par un entraînement. Ou bien il y a des connaissances innées, elles sont génétiquement transmissibles. On trouve des gens qui sont génies. D'accord? Pourquoi? Parce que leurs parents aussi sont génies. D'accord? C'est génétiquement transmissible. D'accord? Donc c'est soit génétiquement transmissible, soit par la façon de s'entraîner. D'accord? Donc, elle regroupe les connaissances innées ou acquises. Innées, ça veut dire qu'elles sont déjà prédisposées en nous. On les a acquis dans notre code génétique. Ou acquises, ça veut dire qu'on les a acquis avec l'expérience ou avec l'intuition. D'accord. Donc ici, regardez,
Donc, elles sont acquises, les compétences, les expériences, l'intuition, les secrets de métier, les tours de main. D'accord? Donc, tout ça, c'est des connaissances tacites. Donc, quelqu'un qui sait sculpter de bois, qui sait faire, par exemple, la soudure, qui sait par exemple, euh, qui sait programmer, malgré qu'il n'a rien eu comme connaissance à l'université. Il a appris tout seul. Euh, Tout ça, on les appelle des connaissances tacites. Donc, c'est des connaissances qu'on apprend par imitation et imprégnation. Donc, elles se transmettent par imitation. Donc, je suis en train de voir quelqu'un comment il fait et je fais la même chose que lui. Je suis en train de l'imiter. Ou bien par imprégnation. Imprégnation, ça veut dire que ça vient dans notre naturel. Donc, c'est du père en fils. D'accord? C'est quelque chose de génétique. On le sait sans le savoir. Parfois, on met en œuvre des pratiques sans vraiment s'en rendre compte. Parfois, euh, on se surprend. On se dit, tiens, je sais faire ça, je ne savais pas que je sais faire ça. D'accord? Donc, c'est ça la connaissance tacite. Il y a aussi la connaissance explicite. D'accord? Ce forme de connaissance, c'est une connaissance formalisée et transmissible. Donc on la trouve souvent sous forme de documents réutilisables. Ce sont les informations concernant les processus, les projets, les clients, les fournisseurs, etc. Donc on vous dit que l'information explicite, c'est tout ce qui est information qu'on peut reproduire sur un support papier, numérique, d'accord. Là, lorsque je suis en train de vous expliquer, je fais de la connaissance explicite, d'accord. Lorsque j'écris au tableau et j'explique, là, c'est de la connaissance explicite, d'accord. Elle se transmet par des documents formalisés et normalisés, d'accord. Formalisé, ça veut dire écrit, normalisé, ça veut dire qu'il respecte des normes. Des normes, donc le saut de ligne, les titres en gras, etc. Ça, c'est des normes d'écriture. D'accord? L'utilisation de ces connaissances dans le contexte d'activité s'appelle du savoir-faire ou des compétences. D'accord? Donc, lorsque vous utilisez la connaissance dans un domaine, et vous allez l'utiliser quotidiennement ou perpétuellement. Donc, vous allez répéter, répéter, répéter cette connaissance. Euh, Au lieu de dire que c'est un simple savoir, cette connaissance est un simple savoir, elle devient ce qu'on appelle un savoir-faire. D'accord? Donc, la conceptualisation de ces savoir-faire et compétences et l'expérience de ces situations de travail, tout ça forme ce qu'on appelle l'expertise. Donc, quelqu'un qui sait, par exemple, euh, utiliser l'outil informatique. Donc, chaque jour, je vais utiliser mon ordinateur. Aujourd'hui, je sais comment utiliser le Word. Demain, je sais comment j'utilise le PowerPoint. Après-demain, je sais comment utiliser Photoshop. Après-demain, je sais comment utiliser Internet. Après-demain, je sais comment programmer. Je sais comment faire des sites Internet. Et avec le temps, je vais acquérir ce qu'on appelle un savoir-faire. Et ce savoir-faire, avec le temps, va me rendre comme un expert. Et on appelle ça de l'expertise. Je serai expert dans mon domaine. D'accord? On appelle ça de l'expertise. Donc, qu'est-ce qu'un expert? Donc, l'expertise consiste non pas à énoncer des vérités, mais à mesurer des écarts par rapport à des normes conventionnellement admises. Donc, quelqu'un d'expert, c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre des choses dans son domaine. D'accord? Lorsque vous venez, par exemple, vous allez me dire, écoutez, monsieur, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Moi, je vais vous conseiller.
je vais vous dire, écoutez, avant de faire ça, il faut suivre ces conseils. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Là, parce que moi, je connais ce domaine, je suis expert. Donc, je vous donne ce qu'on appelle des normes. On va voir ce que c'est ces normes. D'accord? Lorsque, par exemple, euh, on fait de l'eau potable au robinet, vous voyez l'eau potable que vous êtes en train de boire dans les bouteilles d'eau ou au robinet, c'est une eau qui, qui doit respecter des normes de pollution, des normes chimiques, d'accord? Par exemple, là, pour la salinité, elle ne doit pas dépasser je ne sais pas combien de milligrammes ou de microgrammes de sel, d'accord? De sels minéraux. Elle ne doit pas dépasser, par exemple, l'eau, elle ne doit pas dépasser un certain pourcentage de soufre, de calcium, de magnésium, donc de fer, parce qu'il y a des sels minéraux dans ces eaux, d'accord? Et s'il y a une quantité importante d'un de ces sels minéraux, ça peut poser un problème de santé. Donc c'est pour ça que l'eau que vous boyez au robinet et l'eau que vous boyez dans les bouteilles minérales sont soumises à ce qu'on appelle une expertise, d'accord? Ou aussi ce qu'on appelle à des normes, d'accord? Elles sont soumises à des conditions ou ce qu'on appelle des normes. Par exemple, l'eau du robinet, euh, elle doit pas avoir une résistivité supérieure à 8 et inférieure à 6. Sinon, c'est pas de l'eau potable. Ça devient de l'eau qu'on utilise pour autre chose. Par exemple, l'eau qui dépasse, WebEx Assistant is qui enabled dépasse to save audio la highlights. résistivité de 6, de 8 ohms 8 ohms par mètre, ça devient une résistivité, ça devient une eau qu'on utilise pour cultiver, pas pour boire, pour faire de l'agriculture. D'accord? Une eau qui a une résistivité inférieure à 6, c'est de l'eau salée. On ne peut pas l'utiliser ni dans l'agriculture, ni pour la boire. D'accord? Donc, vous voyez, donc ici, ces conditions, on les appelle des normes. D'accord? Donc, qui va calculer ces normes? Eh bien, c'est l'expert. WebEx Assistant is D'accord? enabled to save audio highlights. Très bien. Donc, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec le sous-titre de WebEx, il s'active. Donc, je continue. L'expert est quelqu'un qui mesure un écart éventuel par rapport à un cahier de charge. D'accord? Normatif. Ce cahier de charge est un cahier de charge normatif. Donc, il contient des normes, ce qu'on appelle des conditions d'acceptation. Donc, il n'y a pas d'expertise s'il n'y a pas de cahier de charge normatif. Donc, l'expertise, c'est la capacité d'interpréter le cahier de charge et de mesurer les écarts éventuels. Je vais vous expliquer tout ça. D'accord? Pour moi, lorsque je lis ça, je suis comme vous, je me mets à votre place, je suis étudiant, mais je vais dire qu'est-ce qu'il est en train de dire le prof. D'accord? Je vais vous simplifier tout ça. On vous dit que l'expertise, d'accord, utilise un document qu'on appelle un cahier de charge. D'accord? C'est un document, comme un livre. Et ce cahier de charge contient ce qu'on appelle des normes. On dit c'est un cahier de charge normatif, parce il contient des normes. Qu'est-ce que c'est ces normes? WebEx En Assistant is fait, ces enabled normes, to save ce sont audio des highlights. conditions. D'accord? Ce sont des conditions euh, qu'on doit respecter. D'accord? Par exemple, moi, si je vais importer des voitures, d'accord? Le ministère peut exiger sur moi, je suis importateur, il va me dire, écoutez, monsieur, vous n'allez pas importer les voitures à moins de 3 ans. Donc les voitures, les vieilles voitures, vous ne pouvez pas les importer. Vous importez que les voitures de moins de 3 ans. Donc on est en 2021, donc les voitures de 2019, 2020, 2020, 2019 et 2018. Je ne peux pas
importer les voitures de 2017. Ça, c'est une norme exigée ou une condition exigée par le ministère. D'accord? Il va me dire, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas importer des voitures qui ne contiennent pas une direction assistée. Parce que, vous voyez, auparavant, il y avait des voitures qui n'avaient pas de direction assistée. Il me dit, ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous ne pouvez pas importer des voitures qui ne contiennent pas des airbags. C'est des conditions de sécurité. D'accord? Ça, c'est des normes. D'accord? C'est des normes ou ce qu'on appelle des conditions qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle un cahier de charge. Donc, lorsque moi, je vais déposer ce document qu'on appelle cahier de charge auprès des autorités compétentes pour avoir l'agrément d'importer. Donc, je vais au ministère pour leur demander l'agrément pour importer des voitures. Dans ce cahier de charge ou ce document, je dois montrer le produit que je vais importer et je vais montrer qu'ils respectent toutes les conditions qu'ils ont exigées. D'accord? Donc, je dois avoir ce qu'on appelle un cahier de charge qui respecte toutes les normes ou toutes les conditions exigées par le ministère de l'Industrie, par exemple, pour avoir l'agrément par exemple, importer des voitures. Ça, c'est juste un exemple. Donc, je continue. Dans le cadre de la formation universitaire, l'évaluation de l'information consiste dans la sélection des documents sur lesquels vous allez vous appuyer lors de votre travail. Vous devez poser un regard critique sur l'information qu'il contient. Là, on revient vers l'évaluation de l'information. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a vu l'information. Maintenant, on va voir l'évaluation de l'information. D'accord? Donc, les critères d'évaluation de l'information, donc les critères d'évaluation à garder en tête lorsqu'on consulte des documents, d'accord? Vous allez faire des recherches sur Internet pour avoir de l'information. Donc, et vous allez consulter des documents. Quels sont les critères? Donc, le premier critère, c'est la pertinence des résultats de recherche. Donc, lorsque je dis critères, ça veut dire, euh, ça veut dire que c'est la première condition, c'est les conditions que je vais m'exiger. D'accord? Donc, je dois définir ce qu'on appelle euh, des axes. Des axes euh, sur ce que je dois m'exiger. D'accord? Donc, lorsque je vais faire la recherche sur un sujet, par exemple en géologie, d'accord? Je suis en géologie ou bien je suis en électronique. Je suis en électronique, je ne vais pas chercher des documents qui ont en relation avec la biologie. D'accord? Je suis en géologie, je ne vais pas chercher des documents qui sont en relation avec, je ne sais pas quoi, avec la chimie, par exemple. D'accord? Donc, il faut bien se fixer des objectifs ou des axes. D'accord? Et ces axes, on les appelle des critères. Et ces axes, je vais les évaluer, je vais les tester. Est-ce ils sont plausibles ou pas? Est-ce que ils sont de bonne qualité ou pas? Est-ce que ils sont pertinents ou pas? D'accord? Donc ici, on va voir, lorsqu'on consulte des documents sur Internet, ou bien lorsqu'on fait une recherche de documentation à la bibliothèque, on va voir la pertinence des résultats de recherche. Est-ce que ce que je suis en train de chercher est pertinent? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est utile? D'accord? Est-ce qu'il est important et utile? Est-ce qu'il est pertinent? La qualité de l'information. Est-ce que l'information que j'ai tirée de ces documents, elle est de bonne qualité? Elle est fiable? D'accord? On peut l'utiliser sans avoir peur. D'accord? C'est une information sûre.
Donc, on va commencer par la pertinence de mes résultats de recherche. Donc, lorsque je vais chercher des documents sur le net ou dans la bibliothèque, d'accord, pour avoir de l'information, parce qu'on est en train de faire l'évaluation de l'information, cette ressource vous apprend à repérer les critères de pertinence dans un document écrit. Vous choisissez ainsi mieux des documents correspondant à vos besoins et en se posant les questions suivantes. Donc ici, on va avoir une succession de questions qu'on doit se poser, d'accord, pour avoir des résultats de recherche pertinents, fiables, corrects, justes et sûrs. D'accord. Donc, on doit se poser les questions suivantes pour avoir ces résultats de recherche pertinents. L'information est-elle adaptée à mon niveau d'analyse? Est-ce que moi, je suis à l'université, je ne vais pas chercher des livres de maternelle, par exemple. Qui est le public ciblé? Des étudiants, des doctorants ou des élèves de 12 ans, par exemple. D'accord. Moi, je suis à l'université, je ne vais pas chercher dans les livres de lycée ou les livres de primaire. D'accord. Je vais chercher l'information qui est adaptée à mon niveau d'analyse. Ensuite, le contenu. Le contenu est-il en lien avec mon sujet? Moi, je suis par exemple en train de chercher un sujet particulier. Est-ce que je vais prendre tous les documents et, et les lire? Ou bien je vais faire une sélection. Bien sûr, je dois faire une sélection. Je dois essayer de trouver les sujets qui sont en relation. Je dois trouver, pardon, les documents qui sont en relation avec mon sujet. Y a-t-il un résumé du document lorsque je vais voir le livre? Généralement, dans la quatrième de couverture, ou ce qu'on appelle la dernière page du livre, on trouve un résumé de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ce livre a un résumé? Si oui, est-ce qu'il mentionne les informations que je cherche? D'accord. Donc ça va me permettre de faire le tri des documents. Est-ce que le sujet mentionné dans la table de matière rejoint mon sujet de travail? Les exemples présentés peuvent-ils m'aider à illustrer mes propos? Donc est-ce qu'il y a dans le sommaire, est-ce qu'il y a des titres qui sont en relation avec le sujet que je cherche? Est-ce que dans les exemples qu'il y a dans le livre, il y a par exemple des schémas, des choses que je peux utiliser pour appuyer ma recherche? D'accord? Donc une autre question, est-ce le type de données dont j'ai besoin? Est-ce que ce que j'ai trouvé dans ces livres est la bonne information ou pas? D'accord? Est-ce que c'est les bonnes données ou pas? D'accord? Le document contient-il des cartes, des graphiques, des statistiques? Le contenu est-il de nature universelle? Ça veut dire qu'il est standard et qu'on peut utiliser partout, ou il est dans un contexte spécifique? D'accord? Donc, chaque type de travail nécessite des ressources différentes, bien sûr. D'accord? Donc, il faut que je me pose des questions sur la donnée ou de l'information que je trouve dans ces documents. D'accord? Euh, Bien sûr, il faut que ça soit dans le même contexte du sujet que je cherche. Comment vais-je utiliser les informations? Comment je vais utiliser ces informations? Bien sûr, moi j'ai trouvé ces données, ces informations, ça y est, je les ai trouvées. Je vais m'y référer comme à une source fiable d'informations. Je peux les utiliser comme une source d'information. Par exemple, je peux utiliser une formule mathématique, je peux utiliser un résultat trouvé par un autre scientifique, mais n'oubliez pas, il faut toujours faire ce qu'on appelle la référence bibliographique. Donc, je vais m'y référer. Donc, je vais utiliser ces informations, mais je dois les citer. D'accord? Je vais faire un résumé critique de l'opinion de l'auteur. Bien sûr, si je lis un livre
qui m'intéresse et en relation avec le sujet. Bien sûr, l'opinion de l'auteur qui a écrit ce livre est important pour mon axe de recherche. Ça peut m'orienter spécifiquement et comme ça peut me désorienter. Donc, je dois critiquer l'opinion de cet auteur qui a écrit ce livre. Est-ce qu'il va vraiment me focaliser sur mon travail ou bien il a tort, il va me désorienter. Je vais répertorier les opinions émises par une proportion de la population. Donc, si il y a un auteur qui dit quelque chose sur ce sujet et un autre qui dit quelque chose contraire, lequel je vais croire? Est-ce que je vais croire ce livre ou je vais croire ce livre? Est-ce que je vais croire ce document ou ce document? Donc, la meilleure chose de faire est de euh, euh, prendre les opinions de tout ce qu'on trouve à notre portée. Donc, je dois trouver d'autres sources d'informations, d'autres livres et prendre l'avis de la majorité. D'accord? En résumé, la pertinence de l'information répond à mes besoins correspondants et à l'utilisation que je souhaite en faire. D'accord? Donc, on a vu l'évaluation de comment on acquit l'information. Donc, je reviens en arrière. On a vu la pertinence des résultats de la recherche. D'accord? Maintenant, on va voir la qualité de l'information. D'accord? On va voir la qualité de l'information. Donc, c'est le dernier titre. L'évaluation de la qualité de l'information consiste à questionner l'information elle-même. D'accord? L'information que j'ai collectée, je dois me poser la question sur cette information. D'accord? Donc, aiguisez votre jugement avec ce tutoriel. Donc, on vous dit que en posant ces questions, vous allez vous fixer sur la qualité de l'information. Donc, la première question que je dois me poser sur l'information, par qui? D'accord? Qui a fait, qui a écrit cette information, par exemple? Qui a émis cette information? Est-ce que c'est un auteur connu, qui est l'auteur du document? Est-ce qu'il est de la spécialité ou du domaine? Est-ce que c'est un étudiant? Si l'auteur ou les auteurs ne sont pas mentionnés, il faut se méfier. D'accord? On ne peut pas donner des informations arbitrairement sans citer le nom de l'auteur. D'accord? Donc, une information, si je vous dis par exemple euh, la somme des forces égale MA, bien sûr, ça c'est une information que je viens de vous donner. Vous allez me dire, ah monsieur, c'est la loi de Newton. Je vous dis oui, vous avez reconnu monsieur Newton, d'accord? Il est crédible, c'est un auteur crédible, d'accord? Parce qu'il a fait ses preuves, il a fait des travaux de recherche, il a fait des livres, etc. Là, la pertinence de l'information, elle se base aussi sur l'auteur, qui a émis cette information. L'éditeur du domaine web. Donc, est-ce qu'il a été publié par un éditeur reconnu, une maison d'édition universitaire? Quel est le domaine sur lequel se trouve le site web, si c'est un site web, un fournisseur gratuit, un domaine commercial ou un domaine éducatif? Donc, lorsque vous allez collecter de l'information, est-ce qu'elle est issue d'une maison d'édition? Par exemple, la maison d'édition que vous pouvez trouver, je ne sais pas moi, pour les dictionnaires, par exemple, Larousse, le Robert. Ça, c'est des maisons d'édition connues. D'accord? Si je vous donne une autre maison d'édition, vous allez me dire, monsieur, j'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition. D'accord? Il faut bien choisir la maison d'édition. D'accord? Euh, euh, Est-ce que c'est une maison d'édition universitaire? Si je vous dis OPU, c'est Office, d'accord, de publication universitaire. D'accord? C'est une maison d'édition de notre ministère. D'accord? Notre ministère a une maison d'édition qu'on appelle OPU.
Donc les enseignants publient des livres à l'intérieur. Donc c'est quelque chose de crédible. D'accord? C'est pas, on n'a pas une maison d'édition qu'on ne connaît pas. Donc la source d'information, forcément, elle va être crédible. Quel est le domaine sur lequel se trouve le site web? Donc si vous allez tirer une information de l'Internet, si vous tirez de l'information de Wikipédia ou je ne sais pas de n'importe quel site, est-ce que vraiment elle est crédible cette information? D'accord? Mais si vous tirez cette information d'un site éducatif, donc le site par exemple de l'université de Stanford ou de l'université d'Oxford, vous tirez cette information de leur site, vous êtes sûr que c'est une information qui est crédible et ça donne de la crédibilité à votre travail. Donc, un organisme sérieux aura la plupart du temps son propre nom de domaine pour son site web. D'accord? Par exemple, pour nous, notre université, le site web de notre université, son domaine, c'est @usthb.dz. D'accord? Donc, le domaine, c'est ce que vous trouvez après le arrobas. D'accord? Donc, objectivité de l'auteur. Quel est l'objectif du créateur du document? Est-ce que son objectif est de vendre seulement? Est-ce que son objectif est d'affirmer un point de vue et convaincre la population? Est-ce que son objectif est est de partager les connaissances? Est-ce que l'information repose sur des faits et des arguments théoriques solides? Peut-on retrouver ces références? Les hyperliens sont-ils pertinents? D'accord? Donc, toutes ces questions, il faut les poser sur l'objectivité de l'auteur. Est-ce que l'auteur utilise, d'accord, des arguments convaincants? Est-ce qu'il fait ces arguments juste pour vendre son livre, par exemple, ou bien est-ce qu'il le fait de manière à partager le savoir, donc d'une manière lucrative? Là, c'est une bonne chose, d'accord? Il faut se poser des questions sur les hyperliens. Les hyperliens, c'est les liens que vous cliquez sur Internet. Ce colorant en bleu, est-ce que ils ont une source fiable, d'accord? Parce que l'auteur, lorsqu'il utilise ces liens, il faut que ça reste des liens crédibles, qui sont issus des institutions crédibles. Pour qui? D'accord? La question que vous allez vous poser ensuite, pour qui? Quel est le public visé par ce document? D'accord? Des étudiants, des spécialistes, des consommateurs, euh, ou bien c'est pour le grand public? Je continue. La fiabilité de l'information. Est-ce que je peux valider l'information trouvée dans différentes sources? L'information est-elle précise et juste? Donc là, on parle de référencement. Est-ce que l'information, elle est référencée? Est-ce qu'on trouve une référence bibliographique qui, qui nous mène vers vers des documents qui existent vraiment ou vers des personnes qui existent vraiment et qui sont crédibles? D'accord? Si vous n'êtes pas en mesure de savoir si une information est le fruit d'une recherche scientifique sérieuse, sachez que l'information la plus fiable sera celle qui se trouvera dans le plus de textes différents. D'accord? Donc l'information la plus fiable, on la trouve généralement reproduite, d'accord, dans plusieurs textes ou dans plusieurs titres, etc. Donc, euh, quand donc, est-ce que le document est de cette année ou des années précédentes? Quand le document a-t-il été créé? Pour une recherche plus avancée, vous aurez tout avantage à préférer les documents qui ont été publiés récemment. Pourquoi? Parce que les documents qui sont publiés récemment, ça peut être des documents qui corrigent l'information des anciens documents. Certains domaines de pointe évoluent constamment et l'information devient vite périmée et il est donc préférable de rechercher des documents plus récents. Oui, l'information, elle se périme, vous avez compris, d'accord? Le volume, quand le livre a-t-il été publié, d'accord?
est-ce qu'une nouvelle édition du livre est déjà publiée? D'accord? Le site web, la date de création, la mise à jour est-elle mentionnée? D'accord? Donc tout ça, ça joue sur la qualité de l'information. Si vous trouvez toutes ces informations dans votre recherche, ça veut dire que votre recherche est crédible et la qualité de votre information, elle est bonne. Voilà, donc on a terminé. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vais arrêter l'enregistrement.